Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Et bienvenue dans Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Bonjour Laurent, qui est toujours avec moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il faut savoir combien on coûte. Alors moi, t'en as parlé plusieurs fois de ça. Et savoir combien je coûte, je ne l'ai jamais su combien je coûtais pour mon entreprise quand j'étais technicien. Et j'en ai parlé autour de moi et la première chose qui ressort c'est ah, mon Dieu, faut surtout pas que les gens ils sachent combien ils coûtent. Après ils vont comparer leur salaire, leur machin et puis enfin des excuses vraiment très étranges, surtout toutes tournées autour du si les gens savent combien ils coûtent. Enfin, ils vont faire un espèce de rapport sur les finances de l'entreprise complètement tordu et du coup ils vont aller voir ailleurs pour être payés plus cher. Enfin, Ouais. donc pourquoi est-il bon que chacun dans mon entreprise sache combien il coûte? Pourquoi est-ce que c'est bon de savoir ce que l'on coûte? Alors, spoiler, pour être réellement responsable. Mais comment on en arrive à ça? La question, elle est très très culturelle. Hein. C'est pas la même chose d'une partie du monde à une autre. Et on a, particulièrement en France, un frein à parler d'argent. On n'est pas très à l'aise globalement à parler d'argent. On le voit bien dans les débats d'une manière générale de la société, quand on commence à poser des chiffres et à parler d'argent, ça peut très très vite s'envenimer, ça peut très vite partir dans tous les sens, chacun ayant des interprétations, des lectures et une compréhension économique très 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 hétérogène, pour le dire gentiment. Donc la question qui est derrière, en fait, c'est finalement, puisque dans notre société, la culture économique, la compréhension des coûts, la compréhension de ce que c'est qu'une marge, la compréhension de pourquoi il faut investir, que veulent dire les chiffres, ben, si ça, c'est pareil, on ne l'a pas appris dans notre parcours, bien évidemment qu'on se fait des idées. Si on rajoute à ça la culture du secret autour de ce qui est de l'argent, pour vivre heureux, vivons cachés, n'en parlons pas. Ils ne comprendraient pas ce type-là de stéréotypes, mais qui sont en partie vrais, c'est-à-dire que c'est pas complètement faux. Tout le monde n'est pas à l'aise avec l'argent. Et ça, c'est dans notre culture judéo-chrétienne très très marquée. Alors quand je dis ça, judéo-chrétien, c'est pas pour parler de religion. C'est simplement que dans notre éducation d'enfants, on baigne dans le pays dans lequel on grandit, et la culture dominante nous impacte. Dans cette culture-là, il y a quand même beaucoup la notion de bien, de mal, et une forme assez poussée de dichotomie. On a tendance à polariser les choses. C'est vrai, faux, et la question de la nuance peut avoir tendance à disparaître. Tout dépend comment on l'aborde. Donc ce qu'il y a derrière, c'est que pour pouvoir parler d'argent, il faut être soi-même à l'aise avec ces questions-là. Donc mon propre parcours, ma propre mentalité, ma propre culture va jouer sur le fait que je sois à l'aise ou pas d'en parler. Et deux, de comprendre que, notamment en tant qu'entreprise, ma responsabilité, c'est que je puisse expliquer clairement, facilement, de façon compréhensible, les chiffres de l'entreprise. Mes collaborateurs ont besoin de savoir ce que veut dire ce chiffre d'affaires que nous faisons, ces objectifs chiffrés que nous posons, ces indicateurs plus ou moins importants que nous suivons. S'ils n'ont pas une compréhension de ça, comment je peux m'attendre à ce qu'ils aient des comportements responsables? Là, je ne peux pas, c'est une vue de l'esprit. Sauf que nous sortons, depuis la fin du XXe siècle, d'un management qui a été longtemps paternaliste. Et le paternalisme a quelques avantages, puisque on a quelques managers, quelques dirigeants qui veulent notre bien, qui veulent que les collaborateurs se sentent bien, qui veulent faire en sorte que ça se passe bien pour eux, qui vont avoir pour beaucoup être vraiment concernés par la vie de leurs collaborateurs pour essayer de les aider, de les accompagner. Donc c'est très chouette, entre guillemets. Mais ça a un effet secondaire assez pervers, qui est qu'à partir du moment où quelqu'un prend soin de moi, je n'ai pas besoin de prendre soin de moi. C'est extrêmement déresponsabilisant. Extrêmement. Donc, on a plus ou moins tourné la page du paternalisme en France globalement. Il reste encore très 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 présent dans pas mal d'entreprises, et même celles qui ont décidé de tourner la page, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'il y a encore des réflexes paternalistes. Et ça dépend aussi comment on a tourné la page, comment on a accompagné les managers,
dans ce chemin-là, pour l'avoir fait avec pas mal de managers, bien, il faut aller assez en profondeur dans la façon dont ils ont une relation avec les autres, dans la façon dont ils ont compris ce que manager veut dire, la question aussi du leadership, de comment j'emmène une équipe. Est-ce que je dois sans arrêt donner des ordres ou est-ce que je dois les convaincre de venir avec moi? Évidemment, il n'y a pas une réponse unique, il y a tout un tas de nuances. Et donc, tout ceci pour dire que cette culture-là, ce climat que l'on a, qui est en place, va jouer sur le fait qu'on soit à l'aise ou pas pour parler d'argent. La deuxième chose qui vient en parallèle, c'est qu'on a une évolution de la société qui est très forte. Et en 2026, les entreprises devront être transparentes sur les tranches salariales sur un poste donné. Ça va être une obligation. Le choc pour certaines entreprises risque d'être extrêmement violent si on ne l'a pas préparé, si on n'a pas fait en sorte que d'expliquer, d'uniformiser notre grille salariale aussi. Parce que ça nous questionne aussi sur comment nous avons construit la grille salariale. Est-ce que à travail équivalent et savoir et compétences équivalentes, les personnes sont payées de façon équivalente? Oh my C'est God. pas toujours vrai dans toutes les entreprises. Il y a encore des entreprises où la négociation a été plus ou moins forte, et puis il y a eu la pénurie, et puis si on voulait avoir ce gars-là ou cette fille-là, il fallait y mettre le prix, sinon on l'aurait pas eu, elle serait allée ailleurs. Ouais, d'accord, ok. Mais à quoi ça sert de construire des grilles salariales dans ce cas-là, si on fait des tarifs à la tête du client? Pardon pour l'expression. Donc le chemin, il est évidemment d'abord de balayer devant chez soi. Il faut d'abord commencer par se poser la question de comment nous parlons d'argent dans l'entreprise. Quelle est la culture? C'est quoi notre héritage? Deuxièmement, comment sont construites nos grilles de salaire? Est-ce qu'elles sont construites de manière factualisée ou est-ce qu'il y a du ménage à faire? Eh bien, s'il y a du ménage à faire, hâtez-vous vite. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour le faire proprement et sans trop de pression. Parce que, évidemment, quand il y a des écarts importants, les rattraper, ça peut prendre un peu de temps parce que la trésorerie, elle doit suivre, la capacité financière doit suivre. Donc ça, c'est la deuxième chose. Est-ce que comment ça, c'est clair? Troisièmement, comment nous communiquons, nous, sur l'argent? Comment nous parlons de nos chiffres chaque année à nos équipes? On fait une grande messe en fin d'année pour dire voilà le chiffre d'affaires, voilà la marge, on a atteint les objectifs, bravo les gars, on n'a pas atteint les objectifs, on va vous taper sur les doigts. Si cette vieille mécanique-là qui est en place, posez-vous rapidement la question de la remettre en cause. Parce qu'évidemment, ça ne convient absolument pas aux générations qui arrivent et pas beaucoup non plus à celles qui sont déjà là. Donc, le chemin, c'est de poser toutes ces questions-là. Et puis après, quelle est la culture économique et financière de mes équipes? Qu'est-ce qu'elles comprennent quand on parle d'argent? Parce qu'évidemment, l'argent de l'entreprise, la façon de gérer de l'argent de l'entreprise et la façon de gérer de l'argent personnellement, ça n'a rien à voir. Et donc, on peut pas plaquer la façon dont je gère mes finances personnelles avec la façon dont je vais gérer les finances d'entreprise. Les questions d'investissement, d'amortissement, etc. sont absolument pas présentes dans une vie perso comme elles peuvent l'être dans la vie pro, pour ne citer qu'un exemple. Donc, l'accompagnement à cette compréhension-là de ce que c'est que gérer une entreprise, de ce que l'argent d'entreprise veut dire, de ce qu'un investissement veut dire, de qu'est-ce qui permet qu'à un moment donné un salaire puisse être payé, etc. Tout ça, il faut faire monter toutes mes équipes en compréhension là-dessus. Donc ça fait beaucoup de préalables pour arriver à parler d'argent correctement et sans que ça prenne des proportions incontrôlables. Si tous ces préalables ne sont pas là, en tant que dirigeant, en tant que codir, en tant que manager, je dois me poser la question comment on fait ce chemin-là. Ça va être quoi le parcours chez nous? Et puis ensuite, c'est d'arriver à aider chacun à comprendre ce qu'il coûte. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui. Comprendre ce qu'il coûte, ça serait extrêmement complexe d'analyser pour chacun des postes tous les éléments et d'expliquer à chacun des collaborateurs tous les éléments qui font son poste. Sachant qu'il y a des choses qui le concernent directement par son activité. Si par exemple un technicien a son véhicule, son outillage, son téléphone, son ordinateur, ça le concerne directement, il en a besoin pour son activité. Puis il y a des choses plus larges qui concernent lui et les autres. Le bâtiment, l'énergie, les emprunts bancaires, etc. Qui sont plus généraux, mais qui aident aussi à l'activité. Donc, pour amener un début de réponse, l'URSSAF a produit régulièrement un chiffre qui est intéressant, qui est une analyse un peu moyenne de ce que représente le coût d'un salarié, quel que soit son contexte
quel que soit son poste et quel que soit tout ce dont il a besoin pour travailler. Et la moyenne, le chiffre se situe entre 2,6 et 3. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, chaque salarié, peut prendre son salaire net en le multipliant grossièrement par 3. Il ou elle a une idée relativement précise, je vais nuancer un peu, relativement précise de ce qu'il coûte réellement à l'entreprise. Donc ce que je coûte à l'entreprise, ce n'est pas mon salaire. Ce que je coûte à l'entreprise, c'est en gros 3 fois mon salaire net. Ah ouh. Moi, j'allais dire, maintenant, ça me surprend plus, hein, parce que je suis à mon compte et je me verse des payes, donc je vois que si je vais avoir 1600 euros, l'entreprise, elle doit sortir un peu plus de 3000 euros. En fait, je le savais déjà avant. Mais quand on te donne, encore une fois, bah, tu vois, le sujet d'aujourd'hui, moi, toutes les entreprises que j'ai fait, zéro culture financière, personne ne parle d'argent, différence salariale, n'en parlons pas, il faut surtout pas en parler, parce que si tu mets les doigts dedans, tu te fais engueuler. Et ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, moi, quand je vois c'est les DSN, là, voilà, pour se verser des payes, moi, je suis en SASU, donc je me paye comme si j'étais salarié. Et donc, tu vois toutes les lignes, les cotisations retraite, le chômage, le machin, et tu vois tout ça qui s'aligne et tu dis, ah, ok, je comprends mieux maintenant. Et ça, c'est un truc bête, mais tiens, rien que pour commencer, sortir ce genre de document et dire, ok, toi, t'es mon salarié, regarde tout ce que mon entreprise, elle paye pour pouvoir te verser un salaire. Et, je trouve que rien que ça pourrait déjà aider les gens à se dire, quelques-uns à réaliser, à se dire, ah ouais, d'accord, parce qu'on le sait tous, maintenant, beaucoup, on en parle de plus en plus en France, on le sait que ça coûte très cher, mais quand t'as les chiffres factuellement devant toi, ça change encore, tu vois, tu te dis, ah ouais, d'accord. Ouais. Alors, je nuancerais peut-être ça coûte très cher parce que c'est quelque chose de relatif et il faut regarder globalement ce que ça paye. Mais on en a parlé d'ailleurs, ça, de cette notion de cher. C'est quelle est la valeur qu'on en retire et comment l'argent est dépensé. Mais ça, c'est un sujet plus vaste, donc je rentre pas trop dedans. Mais ce que tu décris est très bien, c'est-à-dire que souvent en entreprise, on part du présupposé que quiconque est capable de lire sa fiche de salaire. Absolument pas, mais absolument pas. C'est un présupposé qui n'est pas vrai et il est important. Alors souvent, ça incombe souvent aux ressources humaines, mais pas que. Le manager peut être aidant là-dessus. Parfois la compta, enfin, ça dépend de la taille et de la structure de l'entreprise. Pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire des charges sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? On paye quoi? Et pourquoi ce sont ces chiffres-là? Pourquoi ce sont ces pourcentages-là? Et tout ça, ça peut s'expliquer et aider le salarié à comprendre pourquoi il y a une différence déjà entre son net et son brut. Là aussi, partir du fait que tout le monde le sait, non, c'est pas vrai. Deuxièmement, on parle souvent en proportion, on parle de pourcentage. On sait qu'on a 20% en gros de charges salariales, qu'on a à peu près 40% de charges patronales. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Ça veut dire quoi et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et puis, souvent, ça s'arrête là. Et on oublie, oui, mais il faut aussi payer les bâtiments, les véhicules, l'outillage, enfin tous les éléments nécessaires pour travailler. Il faut aussi arriver à financer par ce que l'on facture. Donc, ce qu'on facture, ça va être soit la vente de machines, le temps passé, des prestations diverses et variées. Par la marge qu'on dégage de ça, ça va payer tous ces coûts-là. Et toute cette culture-là, si on l'explique pas, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire qu'une marge. Ah t'as vu, là, on a 60% de marge sur ce consommable. Ah, t'as vu l'argent qu'on gagne? Non, en fait, ça dépend globalement face à quelle dépense. Qu'est-ce qu'il a fallu pour amener ce produit jusque-là? À quoi il contribue? Quelle est la part de cette marge qui contribue à ceci ou à cela? Tout ça, ça s'explique. Tout ça, il faut accepter de regarder où en sont nos équipes et leur amener des grands ensembles, des grandes lignes qui clarifient tout ça. Et là, on pourra parler plus facilement d'argent. Parce que chacun aura une compréhension de ce que ça veut dire. Tant que cette compréhension n'est pas là, c'est normal que les gens réagissent. Ils réagissent avec leur référentiel. Et donc, si je vois que moi, j'ai acheté une voiture tel prix, je la revends d'occasion tel prix, normalement elle vaut tant, je la vends avec 10-20% de plus, j'ai fait une belle marge, je suis content. Ouais, mais ça finance quoi? Ça ne finance que ce que j'avais envie de gagner sur cette vente-là, point. Dans une entreprise, c'est pas du tout ça. La marge qu'on a posée sur une machine, elle doit financer tous les coûts commerciaux. Elle doit financer toute la documentation, le site internet, un petit peu
de l'infrastructure, elle doit permettre de payer les commerciaux, les assistants, un petit bout de la garantie qu'on va devoir supporter derrière. Il y a tout ça dans la marge. Ça fait beaucoup de choses. Donc, mais que je gagne 10, 20 ou 30%, ça veut peut-être rien dire. Si je sais ce que ça finance, ça commence à vouloir dire quelque chose. Et donc, je vais plus avoir, pour faire le lien, de réaction en disant aux clients, bon, c'est vrai que nos machines sont un peu chères, mais non, nos machines sont pas chères. Elles financent quelque chose de précis. On parle de ça, il y a un parallèle à faire où souvent en France on dit ouais, on paye trop d'impôts et tout. Et tout le monde te dit ça, mais vice-versa, il y a personne qui dit attends, mais putain, je vais à l'hôpital gratuitement, je mets mes enfants à l'école, c'est gratuit. Moi, à Nancy, le bus, le week-end, il est gratuit. Je vais dans le centre-ville avec ma fille, je paye pas le bus. Enfin, en fait, c'est un peu pareil, je trouve, qu'avec notre salaire, c'est que ouais, ça coûte cher, mais en fait, on se rend même pas compte de tous les accès qu'on a gratuitement. La médiathèque, par exemple, tout ça, gratos. Et en fait, c'est tellement pris pour acquis qu'on le remet jamais en question, on sait même pas d'où ça vient, mais c'est génial. Et le jour où, si on se mettait à vivre comme les États-Unis, les gens se diraient ah putain, mais tout est cher. Ça irait jamais, quoi. Il y a aussi, ouais, il y a vraiment ce truc où il faut vraiment faire rendre compte aux gens factuellement de qu'est-ce qui se passe réellement. Et maintenant, j'allais dire, une fois qu'on a réussi à faire tout ce travail que tu viens de nous dire, voilà, enfin, d'ailleurs, même la première question que je dois te poser, c'est ok, combien je coûte, c'est quoi que je dois savoir? C'est le taux horaire de ma personne quand je suis en intervention ou qu'est-ce qu'il faudrait faire comprendre en fait aux techniciens, aux commerciaux, etc. Alors, il faut faire comprendre en fait à chacun comment fonctionne une entreprise et de combien d'argent elle a besoin pour fonctionner. Donc, c'est un peu tout, ça résume un petit peu tout ce que je disais tout à l'heure. Dans la petite aparté que tu as souligné, quand on va se promener à l'étranger, qu'on va travailler à l'étranger, vivre à l'étranger, là, on se rend compte en fait de tout ce qui était gratuit en France, qui n'est jamais gratuit puisqu'il y a toujours quelqu'un qui le paye. Et c'est bien, c'est à ça aussi que sert l'argent des impôts. Ce qui fait que nous pouvons développer un tempérament de râleur. C'est un petit peu comme ça que nous sommes vus dans beaucoup de pays extérieurs. C'est que on a cette méconnaissance financière. On a une méconnaissance de ce qu'on finance avec nos impôts. Et il est urgent, aussi bien pour moi, pour la société en général que pour les entreprises, d'amener de plus en plus de transparence. Il est important de rendre facilement accessible ce que l'on gagne, ce que ça coûte, et pourquoi on vise tel taux de marge à un moment donné sur nos prestations, sur nos machines, sur tout ce que l'on vend. Pour expliquer pourquoi les objectifs, en fonction d'une vision, en fonction d'une stratégie, en fonction de ce qu'on veut développer sur le marché. Tout ça ne peut être cohérent que si c'est relativement détaillé. Okay, et expliqué à la bonne hauteur des personnes qui vont le lire. Parce que la transparence pour la transparence, ça marche pas. Si je suis ultra transparent, mais les gens ne comprennent pas, ils vont utiliser leur référentiel de compréhension et ça peut amener des mouvements. Deuxième point, je dois être bien dans mes baskets. Ma grille salariale, si c'est du n'importe quoi, évidemment que je dis à tout le monde, vous parlez pas de salaire, les gars. Mais c'est pas vrai. Tout le monde en parle. Tout le monde sait ce que l'autre gagne d'une manière générale. Ça va se savoir. Donc, c'est une vue de l'esprit de penser que ça ne se sait pas. Et comme en plus ce n'est pas expliqué, la machine d'interprétation se met en route et ça donne du grand n'importe quoi dans les échanges. Donc tout ça, c'est une culture très, très ancrée sur laquelle il faut vraiment bosser. Et pour moi, les managers, les chefs d'entreprise ont une mission sur ce point-là. Avec leurs équipes, avec leurs équipes de managers, avec les RH, avec le département financier et la compta, ils ont une mission à clarifier tout ça. Pour mieux répondre à ta question, donc pourquoi je dois moi savoir ce que je coûte par exemple à l'heure, que je sois technicien, que je sois commercial, que je sois un assistant ou une assistante, pareil, hein, c'est la même chose. Hein, parce que quand je prends la décision de mettre de l'énergie, donc du temps, sur un dossier, chez un client, que je décide de déborder de 1 heure ce qui avait été prévu, si je ne sais pas ce qu'elle coûte cette heure-là, je prends une décision en fonction des éléments de contexte, sans aucune compréhension de l'impact sur la marge à la fin, sur ce que l'entreprise va pouvoir gagner et dégager pour pouvoir investir et financer de nouveaux recrutements. Donc, si je voudrais que dans mon équipe, il y ait plus de personnes, je trouve que je suis débordé, il faudrait absolument prendre quelqu'un d'autre. Ok, ce quelqu'un d'autre va avoir un coût.
Dans ce coup, il va y avoir son salaire, les charges, il va y avoir tout le matériel nécessaire pour qu'il puisse travailler, toute la formation qu'il va falloir lui accorder pour la montée en compétences. Tout ça, ça coûte. Donc, il faut bien que je le finance. L'entreprise, elle n'est pas créatrice d'argent comme une banque. Elle ne produit pas des billets. Elle ne peut que investir que l'argent qu'elle gagne de clients qui lui ont payé quelque chose. Donc, si je veux, moi, dans mon service, pouvoir embaucher quelqu'un, il faut donc que je puisse voir mon chef en ayant une compréhension du coût que va représenter cette personne, de ce qu'il faut générer en marge en face, et d'avoir cette discussion-là pour se dire, OK, comment on génère la marge suffisante en fonction des capacités d'investissement de l'entreprise pour pouvoir embaucher cette nouvelle personne. Mais cette conversation-là, on ne devrait pas l'avoir que dans un comité de direction ou à niveau managérial. On devrait pouvoir l'avoir avec tous les collaborateurs. Ça serait beaucoup plus simple. Et les collaborateurs comprendraient rapidement et facilement si oui, on peut le faire ou non, on peut pas le faire et pourquoi. C'est pas juste parce que je veux pas. En tant que manager, non, moi je veux pas, tu te rends pas compte. Ben non, je me rends pas compte, explique-moi. Voilà tout le travail qui est à faire. Et donc quand je donne ce chiffre-là de dire je prends mon salaire net x 3, qui donne grossièrement quand même un coût réel, si ça je le divise par le nombre d'heures que je fais, donc selon que je sois aux 35 heures ou 39 heures ou les ajustements qu'on peut avoir dans les entreprises, je divise par le nombre d'heures que je fais dans un mois, donc je vais connaître mon coût horaire. Je vais savoir que je coûte tant de l'heure. Du coup, je vais pouvoir intégrer ça dans les décisions que je prends. Quand je décide de passer 4 heures de plus chez un client, quand je décide de passer 4 heures de plus sur un dossier, ou de prioriser ce dossier-là qui va me manger 8 heures de travail par rapport à ce dossier-là qui va me manger 2, ah oui, mais quels sont les impacts de ces 2 dossiers sur le développement de l'entreprise, éventuellement sa rentabilité si j'ai ce niveau-là de connaissance, mais déjà sur les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que ça va bien dans la bonne direction? Est-ce que je suis bien en train d'investir et en énergie personnelle, compétences, savoir, et en utilisation des moyens, outillage, informatique et autres, et en conséquences financières? Est-ce que j'investis au bon endroit? Et on est très très loin du paternalisme, on est très loin de l'infantilisation. Là, j'ai une action responsable parce qu'on m'a donné les moyens de le faire. Voilà, ce que j'entends quand tu dis ça, c'est que en fait, tous les salariés d'une entreprise devraient un peu se comporter comme des entrepreneurs. C'est-à-dire, je sais ce que je vais faire rapporter à mon entreprise, je sais combien je coûte, quoi. Donc, il faut que quand je vais sur le terrain ou même je suis secrétaire, je sais pas, je suis responsable de l'informatique, je sais. Du coup, pour le coup, je suis en train de me réfléchir en même temps. Je suis responsable de l'informatique, je sais combien je coûte, je sais pas trop combien je rapporte finalement. C'est ça qui est difficile, là. Bien sûr, pour toutes les fonctions transverses, toutes les fonctions support, qui permettent que ça fonctionne, mais dont ni le temps ni les produits ne sont vendus directement, c'est très compliqué de savoir combien. Ouais. Très compliqué quand on n'a pas les éléments. Un responsable informatique, son rôle, c'est de mettre en place toute l'infrastructure, les logiciels et les moyens pour que le monde digital qu'on utilise tous les jours fonctionne. Et en plus, d'anticiper les évolutions technologiques, d'anticiper tout ce qui va changer pour pouvoir mettre à niveau, et en plus de faire correspondre aux évolutions de nos propres activités, ok, parce qu'il y a peut-être plus de monde ou moins de monde, ou on est en train de développer un marché qui va nécessiter d'autres ressources digitales, etc. Bien, donc il y a une grande complexité derrière, c'est un métier très complexe qui nécessite des vrais savoir-faire. La couche financière là-dessus, elle est souvent décomposée entre les investissements, l'infrastructure qu'on achète, le matériel, hein, les ordinateurs, les portables, les téléphones, les tablettes, les logiciels. Donc tout ça, ce sont des investissements, bien que la plupart maintenant sont payés à l'usage, donc ça devient des frais de fonctionnement. Mais il y a quand même encore une part d'investissement. Et puis tous les frais de fonctionnement. Donc les personnes qui y travaillent et le temps qu'elles vont y consacrer. Le service informatique, par exemple, quand je suis collaborateur, le matériel, bon, une fois que je l'ai, s'il n'y a pas de problème avec le matériel, je n'entends pratiquement plus parler. En revanche, je vais avoir besoin d'eux sur l'utilisation. Je sais plus utiliser telle fonction, je sais plus, il y a une nouvelle mise à jour et ça me perturbe tout, ça m'a changé tout mon environnement, qu'est-ce que je fais? J'ai plus accès à telle fonction parce que le mot de passe marche plus, ou un des paramètres où on m'affectait quelque chose n'est plus au bon endroit. Bon, voilà, on se pose des questions très concrètes tous les jours. Eh bien ça justifie pleinement le salaire des personnes qui soutiennent tout ça, qui sont dans cette fonction support.
La difficulté, c'est qu'en tant que collaborateur, je ne peux pas faire le lien entre le temps qu'investit, je sais pas, quand le responsable informatique, enfin le support informatique me donne 1 heure pour m'aider à résoudre un problème. Qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise? Waouh. C'est à travers ce que moi je vais pouvoir faire que son salaire va se justifier encore plus. Ouais, c'est ça. Ou alors je suis en train de me dire, ce qu'il faut qu'il voit, un responsable informatique ou une secrétaire, c'est quelle somme d'argent je vais empêcher de perdre, en fait, finalement. Ou permettre de gagner. Voilà, ouais, ou permettre de gagner. Mais le gars est en panne avec son ordi, il peut pas utiliser l'outil de Jag, il est sur place chez l'agriculteur, s'il l'aide pas, il sait que chaque heure, il perd tant, Voilà, ou il ne gagne pas. Ou... Et là, c'est très concrètement, on le comprend très vite. C'est ça. C'est du temps facturé au client ou pas facturé au client. Donc en fait, mais tu vois, c'est une illustration claire pour moi du fait que tout le monde a besoin d'avoir une compréhension économique et financière de ce qu'est une entreprise. Quand tu dis chacun finalement devrait être un peu un entrepreneur, c'est un peu radical de le dire comme ça, mais c'est de tendre vers ça. C'est-à-dire de tendre vers quelque chose comme ça à la bonne hauteur, selon les services et selon mon activité et ma taille d'entreprise. Mais c'est de tendre vers ça. Plus je tends vers ça, plus les conversations que j'ai avec mes équipes sont saines. Elles sont pas embrouillées d'interprétation et d'incompréhension en fait de comment marche une boîte. On est à des années-lumière de ça en France. Ça a toujours été un gros problème. Et en plus, moi, j'ai été dans les instances syndicales, déléguées syndicales et tout. Donc, négociations salariales et tout. Oh là 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 là, mais ça a toujours été c'est vraiment un sujet pourri, quoi. Qui pose toujours des problèmes, quoi. Oui. De parler d'argent. Voilà, maintenant, ça fait 27 minutes qu'on parle. Demain, je veux mettre ça en place dans mon entreprise. Par où je commence, j'imprime les salaires et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'imprime, je vais voir les mecs, je dis bah regarde, toi tu me coûtes ça, tu vois, il y a ça, il y a la retraite, il y a machin. Non, si on fait ça, ça va être la révolution et ça va pas être terrible. Ça va pas être le bon chemin. La première des choses à faire d'abord, c'est de faire un peu un constat de où on en est dans l'entreprise. Est-ce qu'on parle déjà plus ou moins facilement d'argent? Est-ce que c'est vraiment très compliqué? Est-ce qu'on a un lourd héritage de secrets dans l'entreprise? Ou est-ce que non, globalement, on en parle assez facilement? À quelle hauteur on en est? Déjà, c'est déjà de constater où on en est. La deuxième chose, c'est de se fixer un peu des objectifs et de se dire pourquoi je veux parler d'argent dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça va améliorer? En dehors de la réglementation qui arrive, je le rappelle, qui va obliger la transparence sur les salaires. Mais en dehors de ça, plutôt que de subir la réglementation, je vais en faire une opportunité et je vais me dire, ok, qu'est-ce qui crée des tensions quand on parle d'argent dans l'entreprise? Elles sont où les tensions? Est-ce qu'il y a des tensions sur les salaires? Est-ce qu'il y a des tensions sur l'incompréhension de nos objectifs par rapport aux marges? Est-ce qu'il y a beaucoup de temps gaspillé dans mon entreprise? Il y a beaucoup de temps gaspillé. Donc, s'il y a beaucoup de temps gaspillé, une des pistes, c'est pas la seule, mais une des pistes est-ce que chacun a une compréhension de ce que coûte le temps? Dire à un collaborateur qu'il passe trop de temps, ah là là, tu vois tout le temps que t'as mis, tu nous coûtes très cher. On n'a rien dit, ça ne veut rien dire. C'est flou au possible. C'est quoi trop de temps? C'est quoi cher? Par rapport à quoi? Sur quelle base? Comment mon temps a un impact in fine sur les revenus de l'entreprise et sa capacité à investir et à payer tout le monde? Donc, ça veut rien dire. Donc, on en est où dans notre dialogue et dans notre capacité à expliquer les choses? Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est où on veut aller, quel genre d'objectifs on se fixe par rapport à nos objectifs globaux, à la vision globale de l'entreprise. Comment tout ça, ça s'inscrit dedans? C'est pas un truc à part. C'est comment ça vient soutenir le développement qu'on s'est déjà fixé, les objectifs qu'on s'est déjà fixés. Et comment ça vient répondre aux problèmes qu'on rencontre. Notamment, si j'ai des tensions sur les salaires régulièrement, si j'ai des personnes qui viennent sans arrêt réclamer des augmentations, attention. Ce n'est pas que la conjoncture extérieure, ce n'est pas que les gens qui ne comprennent rien, ce n'est pas que les managers qui savent pas gérer leurs équipes, ce n'est pas que les Français qui sont râleurs. Attention à ces grandes envolées. Et il y a des réalités derrière très concrètes. Je ne dis pas comme ça à demi-mot que oui, vous devez y répondre, c'est pas ça. C'est vous devez considérer quelles sont les causes réelles. Quelles sont les vraies problématiques qui se cachent derrière ces revendications. Les revendications, c'est le haut de l'iceberg. Okay. En dessous, il y a de multiples couches et ce ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Donc là, le rôle des managers est très important
d'avoir une compréhension des temps de dialogue pour bien comprendre ce qui se cache derrière. Et ça va déterminer ce sur quoi je dois travailler. Comment, quels sont les endroits où je dois développer la culture économique et financière, à quelle hauteur, selon les publics, selon les services, selon les personnes, et de tracer un plan en disant on va commencer par des aspects d'abord un peu plus généraux, un peu plus macroéconomiques, peut-être des aspects un peu plus microéconomiques. L'entreprise sur son secteur d'activité, voilà comment elle se positionne, voilà comment elle fonctionne. Peut-être des choses très basiques. Qu'est-ce que c'est que gérer une entreprise? Comment on lit une feuille de salaire? Comment on comprend ce que c'est qu'une marge? Faire de la marge, ça veut dire quoi? Comment cette marge est employée? Comment elle se ventile? Quel est le rapport entre le salaire et la marge, etc. Là, on va creuser, il faut vraiment rentrer dans le détail, et on va se construire un plan sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être, parce que ça dépend de la taille de l'entreprise et d'où elle part, et on va y aller, et on va mettre des choses en place. Et souvent, on a plein de personnes en interne qui savent expliquer ces choses-là. Simplement, il faut programmer des choses. Et puis parfois, faire appel un peu à l'extérieur, avec des gens comme moi, pour aller mener de la stratégie, construire la vision, trouver un peu de méthode pour mettre les choses en place. Ok, et alors pour moi ça a plein de sens. Est-ce que ce serait intéressant aussi d'expliquer ça à mon client? Dans quel sens tu dis ça, expliquer au client? Bah moi je vois je l'ai encore entendu cette semaine, 80 € de l'heure pour les interventions SAV, vous êtes tarés, nous on gagne rien. Est-ce que du coup il faut aussi aller faire de cette éducation, on va dire? Ok, je suis à 80 € de l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a derrière 80 € de l'heure? Je sais pas, t'as un camembert qui dit 10% de salaire, 5% de bâtiment, 7% d'outils. Il y a quelques entreprises qui font ça, il y en a quelques-unes qui ont mis ça en place. La question que je poserai au préalable, c'est en quoi c'est important de vendre 80 € de l'heure? Est-ce que vous voulez vraiment vendre 80 € de l'heure ou pas? Si la réponse est oui, alors il faut mettre en place les meilleurs moyens pour que le client accepte de les payer. Le client acceptera s'il perçoit de la valeur. Nous acceptons tous individuellement de payer quelque chose si on perçoit de la valeur. Si on ne perçoit pas de valeur, on n'est pas très motivé à payer. Donc, on a besoin de percevoir de la valeur. Si on ne fait que par les chiffres, si on reste sur le chiffre, tu prenais l'exemple de 80 €, si on parle que de 80 €, moi, client, je vais comparer à ce que je me paye, à ce que les choses me coûtent, à ma lecture, ma culture de ce que veut dire cher, pas cher. Donc, c'est mon référentiel. Donc, c'est absolument pas celui forcément de l'entreprise qui est en face. Donc, si on ne va pas dans une discussion assez poussée sur les enjeux stratégiques, sur les éléments qui génèrent réellement de la valeur pour lui, non, si on reste sur les chiffres, c'est une bataille perdue. Je serai toujours trop cher, et à la moindre occasion, s'il peut faire autrement, il fera autrement. Donc, est-ce que ma volonté de vendre ces 80 € de l'heure va être nourrie? Pas du tout, parce qu'il fera autrement. Donc, évidemment, je mets pas de côté la concurrence qui va forcément mettre une pression sur les prix, qui va déterminer la hauteur de taux horaire que je peux mettre en place, mais c'est un élément de l'équation. Les éléments majeurs sont les éléments de valeur. Donc, quand ce client-là fait appel à moi, cette heure où je vais intervenir, ces 2 heures, ces 5 heures où je vais intervenir, ça lui permet quoi? C'est que ça lui apporte quoi comme élément de valeur? Évidemment, si c'est une panne, le fait que je le répare, ça lui permet de travailler. Si le fait de ne pas travailler, si je répare pas dans les temps, on parlait de récolte tout à l'heure, qui a un orage de dingue dans l'après-midi et qui perd la moitié de sa moisson, mais 80 € de l'heure, est-ce qu'ils ont un poids réel? Est-ce que ça pèse par rapport aux milliers, aux dizaines, voire centaines de milliers d'euros selon la taille de l'exploitation, pour ne parler que de l'agricole, perdu? Et c'est toujours relatif, la notion de valeur. Donc, je dois bien comprendre le contexte, et dans d'autres épisodes, je parle souvent du fait que les entreprises doivent apprendre à coopérer, c'est-à-dire notamment à tenir compte des contraintes, chacun les uns des autres. Le fait de dire, avec certains clients, avec lesquels j'ai développé une relation structurée, on a développé de la confiance, on se comprend quand on parle du métier, de notre métier ensemble, eh bien pourquoi ne pas aller jusqu'à l'explication de mon taux horaire? Et de dire, il y a tant de proportions qui permettent de payer les salaires, tant de proportions qui payent l'infrastructure, et on dégage une marge de 10, 20, 30% dessus.
Pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir cette transparence-là? Bien sûr que je peux pas le faire avec tout le monde. Et dans tous les marchés, il y a des marchés où on part de très très loin. Mais c'est ok. C'est pas parce que c'est difficile qu'on va pas le faire. Si j'ai un intérêt à le faire, si ça me permet d'arriver à me positionner clairement sur le marché, à dire chez moi, je suis transparent parce que c'est ma façon d'être. C'est ce que je veux porter comme valeur d'entreprise. Eh bien, cette valeur d'entreprise, il faut l'incarner. Donc la transparence, je la mène jusqu'au bout. Je vais y mettre les formes, je vais trouver les meilleures façons d'amener les choses, je vais déterminer jusqu'à quel niveau de granulométrie je vais aller, à quelle finesse je vais aller. Okay. C'est pas de but en blanc que je vais faire les choses. Mais ça trace des lignes directrices. Et honnêtement, nous sommes dans un monde qui évolue dans cette direction-là. Donc, vouloir le nier en disant, de toute façon, moi, ça n'arrivera jamais, je n'expliquerai mon prix à mon client. Ok, on en reparle dans quelques années. Belle conclusion. Super intéressant. Donc, il faut que chacun connaisse sa valeur. C'est important. Et c'est important de parler d'argent dans les entreprises. Ouais. Et du coup, très rapidement, pour conclure, 2026, c'est sûr et certain ou ça va encore changer comme on aime bien faire en France? Comme tout texte réglementaire, tant qu'il n'est pas mis en œuvre, on peut toujours se poser la question de est-ce qu'il va l'être réellement à l'échéance. Mais même si c'était décalé d'un an, la contrainte arrive. De toute façon, elle arrivera et de toute façon, ça s'imposera. Donc, soit je le fais, encore une fois, comme pour tous les règlements, toutes les réglementations, je le fais par contrainte ou je le fais par opportunité. C'est le sens de l'histoire. Les générations qui arrivent demandent de la transparence. Elles vont être de plus en plus exigeantes sur ça. Donc, autant l'anticiper et autant commencer à faire les premiers pas en étant le pilote, en étant celui qui contrôle le timing, plutôt que de subir et devoir faire les choses dans la précipitation, sans avoir préparé mes équipes, sans les avoir fait monter en compétences là-dessus. Ça risque de bousculer fortement. Ouais, ça va être compliqué. Et cette réglementation, ça veut dire qu'au sein d'une entreprise, tout le monde pourra savoir qui gagne quoi, c'est ça? À poste équivalent, quelle est la tranche salariale? Pas forcément le salaire exact, mais la tranche de salaire pour savoir si je suis bien respecté dans ma tranche. Super. Très bien, merci. Allez, bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Bella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!